Je m'appelle Aurora Hugues. Pendant 7 ans, je me suis réveillée chaque matin dans un appartement avec vue sur le centre-ville de Denver. Je préparais le café exactement comme il l'aimait, torréfaction moyenne, un sucre, un trait de lait d'avoine, et j'écoutais l'homme que j'avais épousé me dire, par 1000 petites attentions, que je n'étais pas assez bien. Ce matin-là, la lumière était différente, dorée, presque crue, comme au début de l'automne, quand les rocheuses sont déjà saupoudrées des premiers flocons et que la ville en contrebas semble encore à moitié endormie. J'étais debout devant l'îlot de la cuisine, en train de remuer des œufs dans la poêle, quand Brandon est entré, vêtu du blazer bleu marine qu'il gardait pour les grandes occasions. Il tenait une simple feuille de papier comme un trophée. « Je l'ai eu », a-t-il dit, la voix rayonnante d'une fierté qui méritait d'être partagée. Directrice des initiatives stratégiques. À compter du mois prochain, $120 de salaire de base plus des primes. J'ai baissé le feu et croisé son regard. C'est formidable, Brandon. Félicitations. Il n'a pas attendu que j'en dise plus. Les mots jaillissaient déjà de ma bouche. J'ai répété comme on répète un argumentaire de vente en voiture en allant au travail. Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Les autres directeurs, leurs femmes sont associées. De vrais associés. Lydia vient d'obtenir des parts dans son cabinet. Claire a son propre cabinet et moi. Je présente encore le mien comme quoi? La femme qui fait les déclarations d'impôts pour les petites entreprises. Il a ri brièvement et sèchement, comme si la blague était à nos dépens, mais surtout à mes dépens. J'ai posé la spatule délicatement. Les œufs ont sifflé doucement derrière moi. À travers les baies vitrées, je pouvais voir toute la ligne d'horizon s'étendre jusqu'aux montagnes. La 16e rue Malle scintillait au loin. La silhouette indistincte du pic long se dessinait à l'horizon. Il n'avait aucune idée que l'hypothèque de cette maison avait été entièrement remboursée 2 ans plus tôt, ni que l'acompte provenait d'une seule mission de conseil que j'avais terminée pendant qu'il était en voyage entre garçons à Breckenridge. Je ne lui ai jamais rien dit, non pas par dissimulation, mais parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager quelque chose de concret sur mon travail, il changeait de sujet ou faisait une petite blague sur les tableurs et les reçus. Alors, j'ai appris à taire l'ampleur de ma vie. C'était plus simple. Kinder. Je me disais que je protégeais l'image qu'il avait de lui. Il plia la lettre de promotion et la posa sur l'îlot central, une ligne blanche et nette séparant l'espace. On devrait fêter ça, dis-je d'une voix assurée. Peut-être ce nouveau petit resto sur l'Urmé, celui avec la vue sur la terrasse. Ses lèvres se pincèrent légèrement, comme pour le remarquer. C'est ça le problème, Aurora. L'image compte maintenant. Les gens que je fréquente, ils vont dans des endroits qui reflètent leur milieu, pas dans des restos de quartier où tu portes la même robe chaque année. Je baissai les yeux vers ma robe portefeuille bleu marine, celle que j'avais mise pour notre premier vrai rendez-vous, à l'époque où on cherchait encore comment concilier nos vies. Je l'avais choisie ce matin-là par habitude, comme un petit ancrage sentimental. Il avait remarqué la répétition, mais pas le sens. J'ai failli sourire devant l'ironie. La prochaine fois alors, dis-je doucement, dans un endroit plus agréable. Il me fixa longuement, scrutant mon visage comme s'il attendait une objection. Comme je ne protestais pas, un soulagement fugace traversa ses traits. C'est ce que j'essayais de lui expliquer, dit-il d'une voix plus douce, presque tendre. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne, qui puisse suivre le rythme. Tu fais toujours la même chose qu'à l'époque où on s'est rencontrés. De la comptabilité, la tenue des comptes pour des dentistes et des cafés. Ce n'est plus le même monde. Les œufs étaient cuits. Je les ai disposés à côté de tranches de pain grillé coupées en diagonale, exactement comme il les aimait, et j'ai fait glisser l'assiette vers lui. Il ne s'est pas assis. Il est resté debout, appuyé contre le comptoir, les yeux rivés sur son téléphone. « Ta mère a appelé hier », ai-je dit, changeant de sujet comme j'avais appris à le faire. « Elle vient toujours pour le brunch de dimanche. » Il a expiré par le nez. « Ouais. À ce propos, elle avait des idées. » Des idées? Diane Gray avait des idées sur moi depuis le jour où Brandon m'avait présenté à leur maison de plain-pied bien rangée à Aurora. Elle avait souri poliment pendant que je parlais de mon travail, mais son regard était resté froid, comme si elle évaluait le coût que je pourrais représenter pour son fils à long terme. Elle pense que je suis freinée dans ma progression, a-t-il poursuivi. J'aurais pu aller plus loin si j'avais eu le soutien adéquat à la maison. Quelqu'un qui comprend le monde de l'entreprise, quelqu'un qui puisse organiser des dîners, développer son réseau, être considéré comme un atout. Je m'essuyai les mains avec un torchon,
que je pliai lentement. Je comprends le monde de l'entreprise, dis-je doucement. Il esquissa un petit sourire patient. Aurora, tu tiens la comptabilité de petites entreprises locales. Ce n'est pas la même chose que de gérer une stratégie à grande échelle. La semaine dernière, j'étais dans une salle avec des vice-présidents à parler d'acquisition à 8 chiffres. Et toi, tu faisais quoi? J'aidais un pressing à calculer l'amortissement. Je repensais aux clients du secteur pharmaceutique que je venais de restructurer. 43 millions de dollars d'impôts à payer, identifiés et éliminés grâce à un réalignement d'entités. Je repensais au fondateur de start-up qui m'avait appelé à 2 heures du matin parce que son entreprise, dont le chiffre d'affaires était au point mort, et j'avais passé les 48 heures suivantes à reconstruire son modèle financier de A à Z. Je repensais à la satisfaction tranquille de voir une salle de réunion pleine de dirigeants réaliser que la femme présente en savait en réalité plus qu'eux. Mais je ne dis rien. Il se leva du comptoir, se dirigea vers la fenêtre. Il contemplait la ville. Il se sentait conquis. « J'ai 35 ans, murmura-t-il presque pour lui-même. Ce n'est que le début. Dans 5 ans, je pourrais être vice-président. Dans 10, peut-être successeur, mais il me faut le bon partenaire pour y parvenir. Et pour l'instant, je ne pense pas que ce soit toi. » Ces mots tombèrent doucement, presque gentiment, comme un verdict qu'il avait répété jusqu'à ce qu'il paraisse juste. Je pris ma tasse, la simple tasse blanche que j'avais achetée lors d'une conférence de conseillers financiers à Chicago l'année dernière, et pris une lente gorgée. « Tu as raison, dis-je finalement. Je devrais sans doute penser à mon avenir, moi aussi. » Il se retourna, soulagé, et se détendit. Il pensait que j'étais d'accord. Il pensait que j'acceptais son jugement. « Je suis content que tu comprennes, dit-il. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais parfois, il faut faire des choix difficiles pour progresser. » Le soleil était maintenant haut dans le ciel, inondant la cuisine d'une lumière qui se reflétait sur le plan de travail en quartz que j'avais choisi en achetant cet appartement. Franchement. 2 heures plus tard, j'avais un appel vidéo avec un groupe de capital investissement de Boulder. Ils voulaient mon avis sur la structuration de leur prochain fonds, présent dans plusieurs juridictions. Les honoraires pour cette mission à eux seuls allaient largement dépasser son nouveau salaire, mais il ne le saurait jamais, car il avait déjà une idée précise de qui j'étais, et rien de ce que je pourrais dire ne changerait l'histoire qu'il se racontait. Ce matin-là, j'ai ressenti pour la première fois ce changement en moi. Pas encore de colère, juste un léger relâchement, comme un œuf qui finit par admettre qu'il pouvait être défait. Brandon est parti au bureau peu après, m'embrassant le front comme toujours, rapidement, machinalement. Déjà à moitié dehors, j'ai regardé les numéros de l'ascenseur défiler depuis notre étage, puis je suis retournée à la cuisine. Son assiette était vide, à l'exception de quelques miettes. Je l'ai débarrassée, rincée et mise dans le lave-vaisselle à côté de la tasse où l'on pouvait encore lire, en lettres dorées délavées, « Meilleur mari du monde ». Je la lui avais achetée pour notre 3e anniversaire. Il avait ri et dit que c'était ringard, mais qu'il l'utilisait tous les jours quand même. Pendant les semaines qui ont suivi, la routine a perduré. Comme toujours. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai écouté. J'ai acquiescé lorsqu'il a parlé de l'équipe et des synergies à exploiter. J'ai souri lorsqu'il a mentionné les dîners avec les autres directeurs et leurs épouses impressionnantes. Et chaque fois qu'il parlait de moi à la 3e personne, ma femme s'occupe toujours de la petite entreprise, je sentais ces mots s'incruster profondément, comme des sédiments au fond d'un verre d'eau. Mais les sédiments s'accumulent. Un jeudi matin, peut-être 3 semaines après son annonce, je portais sa tasse de café depuis son bureau à domicile lorsque j'ai entendu la voix de Dian à travers les haut-parleurs ouverts de son ordinateur portable. Il était sorti chercher quelque chose à l'imprimante et avait laissé la réunion hebdomadaire en cours. Je me suis arrêtée sur le seuil, la tasse toujours à la main. Diane s'est penchée vers sa caméra depuis son coin repas ensoleillé à Aurora, ses yeux pétillants, sa voix portant ce mélange familier d'inquiétude et de calcul. « Alors, tu as abordé le sujet ?» a-t-elle demandé. L'incompatibilité. Brandon s'est adossé à sa chaise, la chaise ergonomique que je lui avais achetée lorsqu'il se plaignait de douleurs lombaires pendant ses longues journées de visioconférence. J'ai préparé le terrain, a-t-il dit. Elle n'a pas protesté. Elle a juste dit qu'elle réfléchirait à son avenir. Le rire de Diane était sec, comme de la glace qui craque. Bien. Tu es directeur maintenant, Brandon. Tu ne peux pas continuer à porter quelqu'un qui ne suit pas ta trajectoire.
Ça fait faible. Je suis resté complètement immobile. La tasse s'est réchauffée contre ma paume. Elle est gentille, a poursuivi Diane. Mais la gentillesse ne suffit pas quand on vise le niveau supérieur. Il te faut un partenaire qui sache recevoir, qui sache parler stratégie, qui soit considéré comme un égal, pas quelqu'un qui tient les comptes des commerces locaux. Brandon s'est frotté la nuque. Je sais, maman. Je gère. J'ai rencontré un avocat la semaine dernière. Steven Hughes, pugnace, spécialisé dans les hauts revenus. Il dit que l'écart de revenus me donne un avantage certain. Hughes. La coïncidence de ce nom m'a presque fait sourire. Mon nom de jeune fille. Maintenant, le nom de l'homme qui allait m'aider à démanteler la vie que j'avais construite. Diane a hoché la tête d'un air approbateur. Malin. Documente tout. L'appartement, les investissements, les voitures. Tu as toujours été le principal soutien financier. Et elle contribue quoi? Quelques petits boulots à côté. J'ai baissé les yeux sur la tasse que je tenais à la main. Les lettres dorées commençaient à s'écailler. Elle croit qu'elle aide en gérant les factures, a dit Brandon à voix basse. Elle n'a aucune idée que je m'occupe de mon côté de monter le dossier. J'ai reculé silencieusement, mais pas feutré sur le parquet. J'ai posé la tasse dans l'évier, ouvert le robinet pour couvrir le bruit de ma respiration et laissé couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit froide. Ils avaient tout manigancé. Pendant que j'étais au téléphone tard le soir, à restructurer les bilans d'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel affichait plus de zéro que le salaire de Brandon. Lui et sa mère avaient passé notre vie en revue comme s'il s'agissait d'un vide-grenier. Plus tard dans l'après-midi, pendant qu'il était au bureau, je suis allée dans notre dressing chercher un pull. Son sac de sport était relégué derrière les manteaux d'hiver. Étrange, car il n'était pas allé à la salle de sport depuis des mois. En dessous, dans une simple pochette plastique, se trouvaient des impressions du site web d'un cabinet d'avocats. Des phrases surlignées en jaune. Protection des hauts revenus, optimisation de la conservation des actifs, documentation sur les disparités financières. Derrière les impressions se trouvait une liste manuscrite, écrite de la main de Brandon, d'une écriture soignée. 2 colonnes. Son appartement, valeur estimée, un montant à 6 chiffres, compte d'investissement, location du SUV. La mienne, une vieille voiture à haillons, peut-être 5 000 $. Compte courant personnel, petit solde, ordinateur portable et fournitures de bureau, négligeable. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, puis j'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé. Le même léger pli dans le coin, le sac parfaitement incliné contre le mur. Ce soir-là, j'ai préparé son plat préféré, saumon grillé, asperges et riz sauvage. Il est rentré tard, m'a embrassé sur la joue et a complimenté le repas tout en consultant ses emails. Je l'ai regardé manger le repas que j'avais préparé dans une cuisine que j'avais rénovée grâce aux honoraires de projet dont il ne m'avait jamais parlé. Assise en face de lui à la table que j'avais choisie chez un client qui liquidait ses actifs, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas de la rage. Pas encore. De la clarté. Plus tard dans la soirée, après il s'était endormi. Assise dans le salon avec mon ordinateur portable, j'ai ouvert les documents constitutifs de Hughes Advisory Group, la SARL que j'avais créée juste après mes études, des années avant notre rencontre. J'avais vu mon père perdre sa petite entreprise à cause d'un mauvais partenariat quand j'avais 16 ans. J'avais juré de ne jamais laisser personne d'autre contrôler ce que j'avais construit. Le contrat d'achat de l'appartement indiquait Hughes Advisory Group comme propriétaire. Le portefeuille d'investissement était géré sous le numéro d'identification fiscale de la SARL. Même le SUV était loué par l'intermédiaire de la société comme véhicule professionnel. Le nom de Brandon figurait sur les relevés comme utilisateur autorisé, une faveur que je lui avais accordée au début de notre mariage, à une époque où je croyais encore à la confiance mutuelle. Pendant 7 ans, je l'avais laissé croire qu'il était le principal soutien de famille, car cela semblait si important pour son estime de soi. Mon silence avait été interprété comme une confirmation de sa supériorité. Ma compétence discrète avait été prise pour de la médiocrité. Maintenant, je comprenais que je ne le protégeais pas. Je me protégeais moi-même de le voir décliner. Moi, chaque jour, et bientôt. L'arrêt. Les jours suivants commencèrent à se fondre en un rythme que je pouvais presque me convaincre être normal. Je me levais avant l'aube, préparais le café, relisais les propositions des clients tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles lointaines.
Brandon émergeait vers 7 heures, encore ensommeillé, et je lui tendais sa tasse en lui souhaitant un bonjour discret. Il marmonnait un merci, consultait son téléphone, partageant parfois une anecdote de bureau sur une présentation réussie ou une rencontre fructueuse avec les bonnes personnes. Mais sous cette routine, quelque chose se défaisait en moi. Pas de façon spectaculaire, pas de larmes ni de portes qui claquent, juste une érosion lente et constante, comme l'eau qui use la pierre. Un soir, quelques semaines après le début de cette danse prudente, nous fûmes invités à un dîner informel chez Nicolas et Lydia, dans une maison de style craftsman à Washington Park, où flottaient les odeurs d'ail rôti et les rires de leurs enfants à l'étage. Nicolas était avocat fiscaliste et comprenait les subtilités des structures d'entreprise. C'était le genre de personne qui appréciait une documentation impeccable. Il m'avait recommandé quelques clients au fil des ans, discrètement, sans faire de bruit. Lydia me prit dans ses bras au moment du dîner. La porte. Aurora, Nicolas n'arrête pas de parler de la restructuration que tu as faite pour la société énergétique. Il a dit que c'était magistral. La main de Brandon s'est raidie sur le bas de mon dos, un signal subtil que j'avais fini par reconnaître. Détourner l'attention, minimiser, esquiver. Mais ce soir-là, je ne l'ai pas fait. C'était un bon défi. J'ai dit, d'une voix assez forte pour que toute la pièce m'entende. La rationalisation de leurs actifs à travers les frontières des États leur a permis d'économiser des millions en risques. Nicolas a sifflé depuis la cuisine. Ce n'est pas de la comptabilité. C'est de l'architecture. Brandon a ri un peu trop vite. Aurora adore ces chiffres, elle exagère toujours les décimales. La conversation a continué, mais j'ai senti le changement dans l'air. Plus tard, autour d'un verre de vin, quand Lydia a demandé ce que nous avions prévu pour l'automne, peut-être un voyage à la montagne. Brandon a esquissé un sourire crispé. Difficile de se débrouiller avec un seul salaire. Tout couvrir devient vite compliqué. Les sourcils de Nicolas se sont légèrement levés. Il connaissait la vérité sur le groupe de conseillers de Hugh. Il avait vu les recommandations porter leurs fruits, mais il n'a rien dit. Il s'est contenté de se resservir du vin et de changer de sujet. Le sujet ? Le match des Broncos. Ce soir-là, en rentrant en voiture, Brandon, le regard perdu par la fenêtre, semblait tendu. Je sentais la tension qui émanait de lui, une tension palpable, mais non exprimée. « Tu n'étais pas obligé de le dire comme ça », finit-il par murmurer. « Comme quoi ? Comme si c'était toi qui tirais les ficelles. Ça me donne l'air, je ne sais pas, comme si je n'étais pas celui qui gère tout. » Je gardais les yeux sur la route, les réverbères se brouillant sous la pluie fine. « C'est comme ça que tu le ressens ?» demandai-je doucement, comme si tu portais tout sur tes épaules. Il ne répondit pas, se contentant de soupirer et de monter le son de la radio. Arrivé à la maison, il se coucha aussitôt. Assise dans la salle de bain, porte fermée, téléphone à la main, j'appelai ma sœur Megan à San Diego. Elle répondit à la deuxième sonnerie, la voix encore ensommeillée par le décalage horaire. « Aurora, il est tard. Tout va bien. » Je m'appuyai contre le lavabo, fixant mon reflet dans le miroir. Les fines rides autour de mes yeux. Mes cheveux, ondulés sans que je m'en sois soucié, tombaient en cascade. « J'ai besoin de conseils, » dis-je. Des conseils juridiques. Un silence. Et ensuite, qu'a-t-il fait ? Je lui racontai la conversation téléphonique surprise avec Diane, l'avocate, la liste des actifs basés sur des suppositions. Puis je lui parlai du groupe de conseillers de Hugh, de la SARL antérieure à notre mariage, des protections que j'avais mises en place. Elle siffla doucement. « Vous avez créé ça pour couvrir la responsabilité de l'entreprise, n'est-ce pas ? Je ne m'attendais pas à ça. Peu importe la raison, dis-je. Ce qui compte, c'est que ça existe. Son nom n'est pas sur la propriété, juste utilisateur autorisé. » Exactement. Alors il n'est rien. Aucune réclamation. Qu'il construise son histoire sur du sable. Quand elle s'effondrera, ce sera parce qu'il n'aura jamais pris la peine de vérifier les fondations. Je fermai les yeux, sentant le carrelage frais sous mes pieds. Devais-je lui dire ? Non. Qu'il s'entête à cette histoire. La vérité n'en sera que plus percutante. Après avoir raccroché, je restai debout dans l'embrasure de la porte de la chambre à regarder Brandon dormir. Il avait jeté les couvertures, s'était étalé sur le matelas comme s'il lui appartenait.
Cet homme qui avait grandi en entendant son père critiquer sa mère pour son manque d'implication, qui avait intériorisé l'idée qu'un vrai homme gagnait plus que tout le monde. Diane avait renforcé cette idée, transformant son veuvage en un sanctuaire dédié à son fils brillant. Je savais que cette blessure était là. J'essayais de la protéger en me faisant discrète à ses yeux. Mais le protéger signifiait effacer une partie de moi-même. Et j'étais épuisée. Tellement épuisée par ces calculs silencieux. Que dire, que cacher, comment faire passer ma force pour du soutien plutôt que pour une menace. Le lendemain matin, j'ai commencé à tout noter. Pas de façon dramatique, juste de petites notes dans une application privée sur mon téléphone. Son nouveau parfum apparut un jour, bergamote et cèdre, rien à voir avec celui que je lui avais offert. Les dîners d'affaires qui s'éternisaient, son agenda vide après 17 heures. Les notes sur le compte joint pour des déjeuners dans des restaurants chics alors que son emploi du temps indiquait des réunions au bureau. Chaque note était comme une reconquête de moi-même. Pas de vengeance, juste la vérité qui s'accumulait comme des briques. Un après-midi, alors qu'il était sorti, j'ai engagé un détective privé sur la recommandation de Nicolas. Pas pour de la surveillance, juste une vérification d'emploi de base. Le rapport est arrivé quelques jours plus tard. Brandon n'était pas le directeur qu'il prétendait être. Il était cadre intermédiaire, sur la corde raide, à un délai manqué de la porte. Assise avec cette certitude dans le calme de l'appartement, la lumière du soleil éclairant le sol, je l'ai ressenti. Il ne se contentait pas de me sous-estimer. Il se surestimait pour combler le vide. Et je l'avais laissé faire, pensant que c'était de la gentillesse. Mais la gentillesse ne devrait pas vous faire perdre de vue. Cette prise de conscience s'est installée profondément, une douleur sourde qui s'est muée en détermination. Je n'étais pas en colère contre lui, pas vraiment. Je pleurais la version de nous que j'avais essayé de préserver. Celle où je m'effaçais pour qu'il puisse briller. Et je savais, assise là, le rapport sur les genoux, que je ne pouvais plus m'effacer. Quelques semaines après ce dîner chez Nicolas, Brandon m'a abordé dans la cuisine un matin, avec une désinvolture presque calculée qui m'a mise mal à l'aise. Appuyé contre l'îlot central, tasse à la main, il a dit « Aurora, il faudrait qu'on parle de notre avenir. » J'ai remué mon café, lentement, avec précaution. « Je pense qu'il serait utile de faire appel à une tierce personne neutre, » a-t-il poursuivi, « pour discuter de notre incompatibilité. » Le mot planait en suspens. Un conseiller professionnel, un thérapeute, ai-je demandé, même si je savais bien que c'était plutôt un médiateur, quelqu'un pour nous aider à gérer la situation de manière professionnelle. J'ai prévu quelque chose pour demain après-midi, si ça te convient. J'ai acquiescé. Demain, c'est parfait. Il a paru soulagé, comme s'il s'attendait à de la résistance. Il ne m'a pas demandé mon avis ni ce que je ressentais. Il a simplement supposé que j'acceptais sans broncher. Le lendemain matin, l'air était frais, de ceux qui annoncent un hiver précoce en montagne. Steven Hughes est arrivé chez nous un quart d'heure en avance, mallette à la main. Sa poignée de main, ferme mais prudente, semblait manipuler un objet fragile. « Mademoiselle Hughes », dit-il en remarquant la plaque nominative près de la porte. Le fait que nous portions le même nom de famille, le mien par naissance, le sien par coïncidence, m'a presque fait hésiter. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, que Brandon avait disposée comme une salle de réunion. Bloc-notes alignés, verre d'eau rempli. Steven a commencé avec la compassion calculée de quelqu'un qui gagnait sa vie en détruisant des vies. « Nous sommes ici pour aborder la question financière », a-t-il déclaré. Monsieur Gray a préparé un rapport. Brandon a connecté son téléphone à la télévision et là, une diapositive intitulée « Analyse de l'incompatibilité financière » est apparue. Notre photo de mariage s'estompait en arrière-plan, nos visages plus jeunes souriant derrière des graphiques, montrant ses revenus grimper tandis que les miens stagnaient à ce qu'il supposait être mon modeste salaire. Comme vous pouvez le constater, a dit Brandon d'une voix posée, l'écart est devenu intenable. Ma progression nécessite une contribution équivalente. Il a fait défiler des diapositives, des ventilations d'actifs, des graphiques circulaires de contribution où sa part dominait. Il parlait d'optimisation des ressources et de perte d'efficacité, réduisant notre mariage à un mauvais investissement. Steven a fait glisser des documents sur la table. Il détaillait les conditions proposées. L'appartement serait attribué à Monsieur Gray compte tenu de ses principaux investissements. De même,
Un soutien temporaire serait prévu pour votre transition. J'ai lu chaque page lentement, relevant chaque hypothèse erronée. L'appartement qu'il prétendait appartenait à Hughes Advisory Group. Les investissements étaient gérés par la SARL. Son nom n'apparaissait nulle part sur les titres de propriété. Cela semble complet. Ai-je dit en prenant mon stylo. Celui que j'utilisais pour signer les contrats importants. Steven a hoché la tête. Tu es très raisonnable. J'ai signé d'un trait ferme, la même signature qui avait scellé des accords valant des millions pour des clients. Les épaules de Brandon se sont détendues. Il pensait que c'était fini. Terminé. Après le départ de Steven, Brandon a disparu dans la chambre avec son téléphone. J'ai entendu sa voix à travers la porte, enthousiaste. « Maman, c'est réglé. Elle a tout signé. Sans objection. On peut commencer les rénovations la semaine prochaine. La cuisine est tellement démodée. » Le rire de Diane résonna, sec et satisfait. Je restais dans le couloir, les copies des documents à la main, écoutant leurs plans pour m'effacer de chez moi. Il ne s'était jamais demandé pourquoi j'avais signé si facilement, jamais envisagé que mon calme puisse être calculé. Megan arriva de San Diego ce week-end-là, sa valise pleine de dossiers juridiques et d'une fureur contenue. Pendant que Brandon dînait avec un autre client, nous étalâmes les documents sur la table. Les statuts de la SARL, les registres de propriété, 7 années de compte, révélant la vérité. Mes revenus étaient bien supérieurs aux siens. Sa promotion était au mieux un poste de niveau intermédiaire. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Il avait bâti son récit sur des mensonges. « Laisse-le creuser », dit Megan. Il en subira les conséquences. J'attendis exactement 2 jours après la signature. Maintenir la routine. Café prêt, chemise repassée, quelques banalités sur sa journée. Il devint négligent, laissant son ordinateur portable ouvert, son téléphone déverrouillé. Puis, un jeudi matin frais, son téléphone sonna alors qu'il était sous la douche. Le nom de Steven Hughes apparut sur l'écran. 1 fois, 2 fois. Au 3e appel, j'ai entendu l'eau se couper brusquement. La voix de Brandon s'est élevée à travers la porte. « Que veux-tu dire ?» Les mots de Steven ont résonné. « L'appartement n'est pas à ton nom. C'est une SARL. Hughes Advisory Group existait avant le mariage. Tu n'es pas propriétaire. Impossible. Mon nom figure sur les relevés. Utilisateur autorisé. Pas propriétaire. Les investissements, le bail. Même structure. Tu n'as aucun droit. » La porte s'est ouverte d'un coup. Brandon était là, une serviette autour de la taille, l'eau ruisselant sur le sol, le visage blême. Je me suis détourné du fourneau, tenant son assiette et sa tasse, l'air neutre. « Le petit déjeuner est prêt, » ai-je dit. « Les œufs risquent de refroidir. » Il m'a fixé du regard, la bouche muette. La voix de Steven a bourdonné au téléphone, mais je l'ai ignoré. « Tu savais, » a-t-il murmuré. J'ai posé l'assiette. « Ton avocat a l'air inquiet. Tu devrais le rappeler. » Il a reculé, titubant vers la chambre, laissant des traces de pas mouillé. Plus tard, il est réapparu, habillé mais décoiffé, et s'est planté dans l'embrasure de la porte de mon bureau. « Il faut qu'on parle. » « Certainement. » J'ouvre mon tableur. Par où commencer? Revenus, patrimoine. L'écran affichait la vérité. Mes contributions en vert, les siennes en bleu, une fraction. Ton salaire couvre environ 18%, dis-je calmement. Le mien couvre le reste. Tu signes les déclarations de revenus chaque année. Annexe CE. Tout y était. Il s'agrippa au chambranle de la porte. Tu ne me l'as jamais dit. Tu ne m'as jamais rien demandé. Mon téléphone sonna. Diane, répondis-je en mode haut-parleur. Tu l'as piégé, cracha-t-elle. Bonjour, Diane. Tout était documenté. Classé en bonne et due forme. Signé par Brandon. C'est une fraude. Pour quel motif? Parce qu'il n'a pas lu ce qu'il a signé. Brandon voulut décrocher. Je le lui retirai. Il aura besoin de sa chambre. Je lui dis, prépare-la. Sa chambre. La voix de Brandon se brisa.
Je lui tendis l'avis d'expulsion sur papier à en tête de Hugues Advisory Group. 30 jours, comme l'exige la loi. Il le lut, les mains tremblantes. Vous pouvez m'expulser. Nous sommes mariés. Divorcés pour votre demande. La respiration de Diane devint haletante. Le silence se fit au bout du fil. Brandon partit en serrant le papier contre lui. Quelques heures plus tard, il appelait des avocats, mais tous refusaient de le prendre en charge, la situation restant irrémédiablement tendue. À cet instant, en le voyant s'effondrer, je ne ressentis aucun triomphe, juste un soulagement, la fin des faux-semblants. Les semaines suivantes, l'appartement parut différent, plus grand, plus silencieux, comme s'il respirait enfin. Brandon fit ses cartons par étapes, d'abord des sacs poubelles, puis des cartons empruntés au garage de Diane. Les voisins le regardaient avec curiosité depuis leur porte lorsqu'il prenait l'ascenseur, mais je ne les observais pas. Je travaillais depuis un café de l'auto, relisant des contrats pendant que les baristas discutaient de leur randonnée du week-end. Quand il fut enfin parti, je me tenais au milieu du salon. Des échantillons de peinture étaient étalés sur la table basse. Les murs gris qu'il avait insisté pour peindre des « professionnels », comme il les appelait, étaient devenus un doux terracotta dans la pièce principale. Sauge dans la chambre, crème chaude dans la cuisine. Les peintres terminèrent en quelques jours. Et quand je suis rentré, l'air avait un parfum de neuf, d'espoir. Son ancien bureau, où il avait passé des heures au téléphone à élaborer ce qu'il croyait être son avenir, était devenu mon espace de yoga. J'y ai déroulé du parquet en bambou, accroché des miroirs sur un mur et installé un système audio simple pour la méditation. Le premier matin où j'y ai pratiqué, la lumière du soleil inondait la pièce à travers les fenêtres qu'il avait toujours gardées occultées. J'ai senti mon corps se détendre. Plus de tension dans les épaules, plus de calculs silencieux pour traverser la journée sans froisser son ego. Peu après, Nicolas et Lydia m'ont invité à une petite réunion. Juste les bons, a précisé Lydia, sous-entendant les amis qui avaient percé à jour la façade dès le début. Nous avons ouvert une bouteille de Bordeaux que j'avais retrouvée dans un débarras. Une bouteille que Brandon gardait précieusement pour une occasion vague. Nous avons porté un toast à la transparence et à la sincérité, des rires emplissant la pièce tandis que Nicolas racontait les tentatives infructueuses de Brandon pour trouver un avocat qui le défendrait. Tous les cabinets lui ont dit la même chose, a dit Nicolas en faisant tourner son verre. Une signature, c'est un accord. Que vous lisiez ou non, j'ai souri, mais l'humour me semblait lointain. Je ne me réjouissais pas de sa chute. J'en avais simplement assez de la porter. Diane a appelé une fois, la voix éraillée. Tu l'as ruiné, a-t-elle dit. J'ai documenté la vérité. J'ai répondu calmement, c'est tout. Elle a raccroché sans un mot de plus. La nouvelle s'est répandue discrètement dans les milieux professionnels. Les épouses des dirigeants, les contacts des conseils d'administration. Soudain, la femme qu'ils considéraient comme la comptable était celle qu'ils appelaient pour des consultations. Le cabinet de conseil Hugues s'est développé naturellement. D'abord une assistante, brillante et enthousiaste, puis une consultante junior pour les missions internationales, puis quelqu'un pour gérer l'afflux de demandes. Nous avons emménagé dans une suite du République Plaza, en hauteur, avec vue sur les Rocheuses qui se teintaient d'or l'après-midi. Les matins sont devenus mon rituel. Un café dans une nouvelle tasse que Lydia m'avait offerte. La meilleure conseillère du monde, en résumé, a regardé la ville s'éveiller pendant que j'élaborais des stratégies pour des clients qui, désormais, me voyaient clairement. Des mois plus tard, Nicolas m'a dit avoir croisé Brandon dans un café près d'Aurora. Il portait un polo à l'effigie de son entreprise, occupait un poste de cadre intermédiaire, et continuait de raconter des histoires sur l'exploration de nouveaux secteurs. J'ai hoché la tête, une légère pointe de tristesse m'envahissant. Non pas pour lui, mais pour toutes ces années passées à m'effacer pour laisser place à sa lumière. Il avait raison sur un point, nous étions incompatibles. Non pas à cause des salaires ou des titres, mais parce qu'il avait besoin de croire que la valeur était quelque chose qu'on proclamait. Quelque chose de visible et de bruyant. J'avais appris que c'était plus discret. Des nuits blanches programmées, des structures bien établies. La patience de savoir que la vérité n'a pas besoin d'être vue et revue jusqu'à ce que son heure soit venue. Avec le recul, je comprends maintenant que mon silence n'était pas une faiblesse. C'était l'espace que je m'offrais pour grandir dans l'ombre, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de me cacher. Parfois,
Perdre ce que l'on croyait être tout n'est que le début de la découverte de ce qui nous appartenait depuis toujours. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que davantage d'histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.